Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi. Les pèlerins djiboutiens visitent le mont Uhud et la mosquée Quba dans le cadre de leur parcours spirituel à Médine. Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord de sortie de crise après de longues et intenses négociations diplomatiques. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir des messages de félicitations. Après sa réélection à la tête du pays, plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays amis saluent sa victoire. Ils lui adressent leurs vœux de succès tout en exprimant leur souhait de voir Djibouti poursuivre sa marche vers le progrès et la prospérité. Parmi eux, le président de la République de Corée a souligné sa confiance dans le leadership du chef de l'État et s'est félicité des relations privilégiées entre les deux pays. Même tonalité du côté de la Roumanie. Le président Nucosor Dan a adressé ses félicitations et réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale au bénéfice des deux peuples. La présidente par intérim du Kosovo, Alboulena Hachou, a elle aussi salué cette réélection, mettant en avant les relations fondées sur le respect mutuel et le droit international. Au-delà des dirigeants politiques, plusieurs responsables d'organisations internationales ont également transmis leur message. C'est le cas notamment du directeur général de la FAO qui a adressé ses félicitations au président Guelleh tout en formulant des vœux de prospérité pour le peuple djiboutien et de réussite dans les objectifs communs. Dans le cadre du programme spirituel et culturel du pèlerinage, les pèlerins djiboutiens ont effectué hier une visite émouvante au mont Uhud, au lieu de l'histoire de l'islam, organisée sous l'encadrement attentif de la délégation officielle djiboutienne du Hajj. Cette visite a permis aux fidèles de se recueillir sur les sites de la célèbre bataille d'Uhud et de méditer sur les enseignements tirés de cet événement historique. Accompagnés de guides religieux et de membres de la délégation, les pèlerins ont également rendu hommage aux martyrs de la bataille, notamment à Sayyiduna Hamza, oncle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dont la tombe se trouve au pied du mont. Le chef de la délégation djiboutienne, Ismaël Hassan, a salué la discipline et la ferveur des pèlerins, tout en soulignant l'importance de cette visite dans la préparation spirituelle des fidèles avant l'accomplissement des rites du Hajj. Il a rappelé que la mission de la délégation est d'assurer le bien-être, la sécurité et l'accompagnement religieux de l'ensemble des pèlerins djiboutiens tout au long de leur séjour. Profondément touchés par cette visite, les pèlerins ont exprimé leur gratitude envers les autorités djiboutiennes pour la qualité de l'organisation et l'encadrement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en Arabie Saoudite. والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Et toujours dans le cadre de leur pèlerinage au lieu saint de l'islam, les pèlerins djiboutiens ont également effectué une visite empreinte de piété à la mosquée Quba, située au sud de la ville de Médine. Il s'agit de la première mosquée construite par le prophète Mohammed après son émigration depuis la Mecque. Accueillis dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse, les pèlerins ont accompli 2 unités de prière dans cette mosquée dont la valeur spirituelle est hautement reconnue dans la tradition islamique. Selon un hadith authentique, une prière accomplie à la mosquée Quba équivaut à une umrah. Cette visite marque ainsi une étape importante dans l'itinéraire des pèlerins djiboutiens avant leur départ vers la Mecque pour l'accomplissement du grand pèlerinage, le Hajj. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Et après cette étape hautement spirituelle, les pèlerins ont également découvert un autre aspect de leur séjour à Médine. En clôture de leur séjour à Médine, les pèlerins ont également visité les jardins des dattes. Le jardin des dattes, un lieu emblématique de la région où se mêlent tradition agricole et hospitalité saoudienne.
entourés de entourés de palmiers centenaires. Ils ont pu déguster différentes variétés de dattes, notamment les célèbres ajoie, prisés pour leurs vertus spirituelles et médicinales. Cette étape a offert aux pèlerins un moment de détente et de découverte culturelle avant leur départ pour la Mecque, où ils s'apprêtent à accomplir les rites du Hajj dans la plus grande dévotion. Nous vous proposons à présent de découvrir quelques images tournées par notre équipe sur place, illustrant les moments forts de cette visite empreinte de foi et de fraternité. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Et toujours sur ces visites, le responsable de la délégation des pèlerins djiboutiens a indiqué que ces derniers ont effectué plusieurs visites spirituelles et culturelles à Médine, notamment au mont Uhud, à la mosquée Rouba et dans un jardin de dattes. Il a précisé que ces étapes ont permis aux pèlerins de renforcer leur foi tout en découvrant le patrimoine local. Il a enfin souligné que l'ensemble des activités s'est déroulé dans de bonnes conditions d'organisation et de sécurité. Dans ce magazine en grand format consacré aux télécommunications et aux TIC, nous vous proposons un éclairage complet sur les grandes évolutions technologiques, les innovations du secteur et les enjeux de la transformation numérique. Faire des télécommunications un levier de croissance. C'est dans ce cadre que le département de télécommunications, sur instruction du chef de l'État, multiplie les initiatives pour que Djibouti ne soit pas en marge de la société de l'information, en améliorant la qualité de services de télécommunications, en renforçant la couverture du réseau mobile à l'ensemble du territoire et facilitant ainsi l'accès d'Internet haut débit. Depuis 2005, Djibouti Télécom a œuvré pour la mise en place d'une infrastructure internationale et régionale de qualité. C'est dans ce sens que plusieurs câbles sous-marins passent par notre pays. Le pays, qui est très avancé sur les télécommunications, a même initié son premier câble sous-marin africain DAR 1, un câble qui relie Djibouti, la Somalie, le Kenya et la Tanzanie. En 2026, Djibouti Télécom veut étendre sur environ 3500 km son système de câbles sous-marins DAR 1, afin de le pousser le long de la côte est de l'Afrique vers l'Afrique du Sud. Pour renforcer l'offre technologique du pays, améliorer l'accès aux TIC et accélérer la transformation numérique de Djibouti, qui se positionne de plus en plus comme un carrefour régional du digital, le président de la République a inauguré en novembre 2024 un parc technologique innovant appartenant à la société privée TO7 Network, spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce parc a été conçu en partenariat avec Wingu Africa, un acteur international reconnu dans le développement et la gestion de centres de données. Il a pour vocation de relier efficacement les réseaux terrestres djiboutiens aux communications mondiales. Capable d'accueillir jusqu'à 5 câbles sous-marins, il constitue désormais une plateforme stratégique utilisée notamment par Google, l'un des leaders mondiaux de l'Internet. Le parc offre également un environnement hautement sécurisé pour l'hébergement, le stockage et la gestion de données numériques provenant de divers secteurs. Cette installation technologique avancée jouera un rôle essentiel dans le développement économique national en stimulant la création d'emplois et générant des revenus fiscaux. Au sujet d'éthique, notre pays a franchi fin juin 2025 une étape majeure en adoptant le tout premier code du numérique de la République de Djibouti, une avancée déterminante pour l'organisation du secteur digital national. Issu d'un processus inclusif mené sur plus de 2 années, ce cadre réglementaire élaboré sous la coordination du ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation s'intègre pleinement dans la mise en œuvre de la vision 2035. Composé de plus de 8 parties et regroupant environ 800 articles, ce code aborde l'ensemble des problématiques liées à la transition numérique du pays.
Il définit les règles à la protection des données à caractère personnel, des régimes applicables aux communications électroniques, du droit des services numériques innovants, du droit applicable à la cybersécurité, des conditions juridiques du commerce électronique, des règles de cryptologie, de la protection du consommateur à l'ère numérique, du contrôle de la qualité des services, de l'accès universel et de la protection des enfants en ligne. Le projet de loi relatif à la création de l'Autorité nationale de cybersécurité va également dans ce sens de la protection. À l'ère du numérique, où les échanges économiques, sociaux et institutionnels s'opèrent de plus en plus dans un environnement dématérialisé, la sécurisation du cyberespace national devient une exigence stratégique. Bien que les avancées technologiques offrent des opportunités inédites, elles multiplient également les risques, exposant les systèmes d'information et les infrastructures critiques à des menaces complexes et évolutives. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé de mettre en place l'Autorité nationale de cybersécurité, l'ANC, une entité autonome placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Cette nouvelle structure incarne l'engagement ferme de l'État à se doter d'un cadre institutionnel robuste pour prévenir, détecter et répondre efficacement aux cybermenaces. L'ANC jouera un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité, en assurant la protection des données sensibles, la continuité des services numériques et en renforçant la confiance des citoyens, des entreprises et des partenaires internationaux dans l'écosystème numérique de Djibouti. Dans l'actualité nationale, focus à présent sur le secteur de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé aujourd'hui l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités consacrées à la mise en place du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Organisé avec Africa CDC et l'OMS, cet atelier de 5 jours réunit 40 cadres nationaux issus de différents secteurs, formés à la gestion et à la coordination des urgences sanitaires. Le centre constitue une plateforme stratégique de coordination et de gestion des crises permettant une prise de décision rapide fondée sur des données fiables ainsi qu'une mobilisation optimale des ressources. Dans son intervention, le ministre a souligné que ce dispositif permettra de mieux anticiper, détecter et répondre aux urgences sanitaires tout en renforçant la coordination entre les acteurs. À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de maîtriser les principes du système de gestion des incidents, d'élaborer des plans de riposte adaptés et de conduire des exercices de simulation. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer donc la sécurité sanitaire nationale et protéger efficacement la population. Plus hautes autorités de Africa CDC que nous prenons la parole pour vraiment manifester notre satisfaction que Djibouti puisse se joindre aussi au nombre des pays africains déjà très importants qui connaissent la mise en place du COUSP. Le COUSP s'est révélé aux yeux de tous comme une institution incontournable dans la gestion des urgences de santé publique partout dans le monde et spécialement en Afrique. Et les chefs d'État africains ont mandaté Africa CDC depuis Lusaka en 2022 pour mettre en place le COUSP, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, dans près de 90% des États africains d'ici 2027. Et c'est donc dans cette perspective que nous arrivons pour appuyer cette formation à Djibouti. Un centre de formation, un centre d'urgence de santé publique doit être fonctionnel. Le représentant adjoint de l'OMS a salué l'initiative en soulignant l'importance stratégique de cette formation. Il a également exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé pour son leadership et son engagement en faveur de la santé des populations. On l'écoute. Pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de l'Organisation mondiale de la santé pour participer à l'ouverture de cette formation stratégique sur la gestion et les opérations d'un centre des opérations d'urgence de santé publique et sur le système de gestion des incidents. Je tiens tout d'abord à exprimer notre sincère gratitude au ministère de la Santé de Djibouti pour son leadership et son engagement continu à renforcer la sécurité sanitaire.
Nous remercions également Africa CDC pour sa vision et son soutien technique et financier constant aux États membres, y compris Djibouti, dans la mise en place de COUSP fonctionnels et efficaces. Mesdames et messieurs, comme le rappelle notre note conceptuelle, la région africaine signale chaque année plus de 200 événements de santé publique. Ces événements entraînent une morbidité et une mortalité élevée, mais aussi des répercussions socio-économiques sévères. La pandémie de Covid-19, les flambées d'Ebola et les autres urgences sanitaires récurrentes sur le continent nous ont rappelé une vérité incontestable: la coordination sauve des vies. Un COUSP qui fonctionne bien n'est pas simplement une salle équipée d'ordinateurs, c'est le corps opérationnel de la réponse aux urgences. C'est l'endroit où des experts multidisciplinaires et multisectoriels se réunissent pour coordonner, communiquer, partager des données en temps réel et prendre des décisions fondées sur des preuves en utilisant un système de gestion des incidents structuré. Autrement dit, le COUSP et le SGI permettent d'apporter de l'ordre dans le chaos. Djibouti, carrefour stratégique et pays exposé à des menaces sanitaires diverses, qu'il s'agisse des flambées de maladies infectieuses ou d'urgences liées au climat, a besoin d'une équipe COUSP solide, bien formée et dotée en ressources. C'est précisément pour cette raison que l'OMS, aux côtés d'Africa CDC et d'autres partenaires, soutiennent depuis longtemps les États membres dans la mise en place et le renforcement de leur COUSP. À ce jour, grâce à ces efforts conjoints, plusieurs pays ont établi des COUSP fonctionnels et de nombreuses formations régionales et nationales ont été organisées. Et le ministre de la Santé a pour sa part indiqué que la mise en place du centre des opérations d'urgence de santé publique est une priorité nationale. Dans un premier temps, permettez-moi, au nom du gouvernement de Djibouti, d'adresser mes chaleureuses salutations à Africa CDC et à l'ensemble des partenaires techniques qui nous accompagnent tous les jours et qui témoignent leur engagement sans faille aux côtés du ministère de la Santé dans la construction d'un système de santé fort et résilient. Les crises sanitaires ne préviennent pas. Elles surgissent, se propagent avec une redoutable vélocité et mettent à rude épreuve nos systèmes de santé, nos institutions et in fine la cohésion même de notre société. L'histoire récente nous a appris la pandémie du Covid-19, qui a été une preuve d'une intensité inédite à laquelle notre pays a dû faire face avec les ressources dont il disposait, mais aussi avec une détermination collective qui force l'admiration. La réponse de Djibouti à cette pandémie a reposé sur un pilier fondamental que nous devons ériger au modèle, celui de la coordination multisectorielle. Ceci a permis l'articulation organique entre les ministères de la Santé, les autres ministères sectoriels, les organes, les forces de défense et de sécurité. Ceci a permis à notre pays de traverser cette tourmente avec une maîtrise que nos partenaires internationaux ont unanimement saluée. Cette synergie d'efforts, cette mobilisation convergente autour d'un objectif commun qui est de protéger nos populations, donc à constituer l'essence même que nous devons donc institutionnaliser. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En dehors de la gestion exemplaire donc de cette crise, de la crise de Covid-19, il est important de rappeler l'engagement de nos équipes sur le terrain et la volonté politique sans ambiguïté du gouvernement. Alors que la mer Rouge s'impose comme une nouvelle zone de tension stratégique, Djibouti alerte sur les risques qui pèsent sur la liberté de navigation. Cet après-midi, sur ce plateau, nous faisions le point avec Fardous Hussein. On l'écoute. Notre ambassadeur aux Nations Unies et aux États-Unis, représentant M. Mohamed Siad Douale, a livré en quelques jours un réquisitoire qui donc scellé avec
lorsque le Conseil de sécurité a consacré à ce moment un débat de haut niveau à la sécurité, à la protection notamment des voies navigables dans le domaine maritime. La conjoncture internationale ne fait pas de cadeau. En mer Rouge, une perturbation des navires marchands s'accentue chaque jour. Partout, la liberté de navigation, ce principe cardinal consacré par le droit de la mer, est mis à l'épreuve chaque jour. Son message tient en évidence, trop souvent oublié, lorsque la sécurité est affaiblie dans l'un de ces points de passage stratégiques. Les effets de se font sentir au-delà des rivages. Le détroit de Bab el-Mandeb, par laquelle transite chaque année près de 10% du pétrole maritime mondial et un tiers du commerce containerisé, est souvent réduit en ligne de fracture géographique. Pourtant, pour Djibouti, il est d'abord une artère vitale. L'ambassadeur a dans son intervention rappelé la sécurité des voies navigables n'est pas un concept abstrait, mais un impératif stratégique quotidien. Il a rappelé que Djibouti a été parmi les premiers signataires de la Convention de Montego Bay. Rappelons que la Convention de Montego Bay Asma du 10 décembre 1982 en Jamaïque est entrée en vigueur aux Nations Unies en 1994 sur le droit de la mer, est un traité fondamental régissant les espaces maritimes mondiaux. En ce qui concerne notamment l'intervention de notre ambassadeur, il a indiqué lors de sa prise de parole par une phrase qui résonne comme un avertissement poli mais ferme: soit nous laissons les intérêts étroits et les calculs à court terme dominer, soit nous réaffirmons le respect du droit international et la protection de notre milieu marin sont d'un intérêt commun pour tous, a-t-il conclu. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord pour mettre fin au conflit, selon plusieurs sources concordantes. Après plus de 2 mois de guerre, dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques, Washington a suspendu temporairement ses opérations dans le détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a renforcé la régulation du trafic maritime dans cette zone stratégique. Parallèlement, les initiatives se multiplient sur la scène internationale, notamment avec l'implication de la Chine et du Pakistan pour favoriser une désescalade et parvenir à un accord durable. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.